Chers amis cinéphiles, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Écoutez, pour ma part, ça va au top. J'en ai profité pour attraper deux nouveaux films actuellement à l'affiche qui ont retenu mon attention. Et bien entendu, j'ai voulu vous en faire profiter dans cette vidéo bonus de l'été 2024. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Le Comte de Monte Cristo et Maxine. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui, pour cette vidéo bonus des films du vendredi, j'ai le plaisir de revenir sur Le Comte de Monte Cristo et également Maxine, mais je vais commencer par celui qui m'a offert un grand moment de cinéma, et il s'agit bien entendu du Comte de Monte Cristo, écrit et réalisé par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, qui avaient déjà travaillé sur une autre adaptation d'Alexandre Dumas l'année passée. Il s'agissait du diptyque Les Trois Mousquetaires, réalisé par Martin Bourboulon. Cette fois-ci, le film n'est pas réalisé par Martin Bourboulon, mais par les scénaristes eux-mêmes, Delaporte et de la Patelière, qui nous offrent, à mon sens, une copie bien supérieure que celle de Bourboulon sur Les Trois Mousquetaires, justement. Hein. Un travail beaucoup plus abouti à tout point de vue, mise en scène, écriture, vraiment direction d'acteur, lumière, découpage technique des séquences, découpage aussi des trois actes de manière très fluide de toute cette histoire du Comte de Monte Cristo, qui en plus a été évidemment un petit peu cuté dans le chef-d'œuvre de Dumas. Hein. On ne peut pas tout prendre de manière exhaustive, il y a des choses qui ont été changées par rapport à l'œuvre originale, mais ils ont réussi à faire une grande œuvre de cinéma qui retranscrit parfaitement le message qu'a voulu faire passer Dumas avec son œuvre, avec cette histoire d'injustice, de vengeance, et aussi cette ambiguïté justement qu'il y a, cette frontière poreuse entre vengeance personnelle et acte altruiste, en se faisant justice soi-même, évidemment. Est-ce qu'on ne finit pas parfois à aller du côté obscur de la force, j'allais dire, et c'est toute la question qui va être posée dans ce film, et c'est toute cette ambiguïté qui va faire que les personnages vont avoir énormément de relief, contrairement aussi aux Trois Mousquetaires, où vraiment on s'intéressait de manière un petit peu superficielle aux personnages, désolé de le dire, mais c'est vrai qu'en comparaison, les Trois Mousquetaires fait pas le figure. Hein. Vraiment, voilà, Le Comte de Monte Cristo est une excellente œuvre. Alors, il s'agit bien entendu, je vous fais un petit rappel de l'histoire, d'Edmond Dantès, un jeune marin qui va tomber dans une conspiration. Des personnes malfaisantes vont l'accuser à tort de bonapartisme, avec une lettre de mission envoyée par Napoléon, soi-disant. Et donc il va être envoyé au château d'If, où il va être retenu prisonnier. Il a été embarqué le jour de son mariage par les forces de l'ordre et envoyé chez le procureur, interprété par Laurent Lafitte, qui va, évidemment, avec la complicité d'autres personnes, dont le cousin de sa fiancée, de sa fiancée Mercedes, donc Fernand de Morcerf, qui va aussi le trahir. Donc tout le monde va le trahir, en gros, et il va se retrouver emprisonné au château d'If. Il va faire la rencontre de l'abbé qui va lui expliquer que il y a un château, c'est ça, sur l'île de Monte Cristo, un trésor en fait enfoui qu'il va pouvoir récupérer. Et donc il creuse pendant des années. 14 ans après, il sort justement par un tour de passe-passe du château d'If et réussit à récupérer le trésor. Et ça va lui permettre justement de mettre en œuvre sa vengeance, qui va être terrible, puisque c'est digne d'un Mission Impossible. Non mais véritablement, on dirait que Le Comte de Monte Cristo, en fait, c'est un mélange entre Batman et Ethan Hunt, en quelque sorte. J'ai trouvé que ça s'inspirait vraiment de... c'est fou, parce qu'il y a un côté où ça s'inspire des films d'espionnage un peu. On a des codes, en fait, de plusieurs types de films. C'est là où la mise en scène est riche, et que parfois vous êtes un peu dans le côté horrifique, avec une sombre affaire concernant le procureur, justement,
interprété par Laurent Lafitte, qui cache un crime abominable, voilà, qui va être filmé de manière un petit peu voilà, dans la brume, la nuit, comme ça, je n'en dis pas plus. Il va y avoir évidemment cette séquence d'ouverture qui va montrer un peu le côté héroïque dès le départ du personnage, qui va sauver donc cette Angèle. Et on va avoir aussi eh bien, des séquences de KPDP un petit peu, hein, mais juste ce qu'il faut, hein, parce que le film est habilement écrit et il y a toute une construction des personnages, une évolution de la vengeance, hein, ça monte crescendo, c'est-à-dire que le spectateur est retenu et happé par cette histoire tout du long, il ne quitte pas son écran pendant les 3 heures, eh bien, voilà, lui aussi va ressentir, on est constamment du point de vue d'Edmond Dantès, qui permet vraiment une identification forte par rapport eh bien, à cette injustice terrible. Hein. Vraiment, c'est très très fort, hein, cette histoire de vengeance, c'est très très bien raconté. On a des personnages secondaires eux aussi remplis d'ambiguïté, voilà, de culpabilité pour cette Mercedes, pour ce Fernand, pour ce... Voilà, vous allez voir, c'est assez fou. Alors la culpabilité, pas chez tout le monde, hein, bien sûr. Fernand, peut-être que j'exagère un petit peu, mais chez Mercedes notamment, vous allez voir. Et si vous connaissez l'œuvre d'origine, hein, bien entendu, voilà, hein, pas de spoil, mais je vais quand même faire attention pour ceux qui ne se souviendraient pas tout à fait de l'œuvre de Dumas. Moi, pour tout vous dire aussi, ça remonte aussi à les années collège ou lycée. Je l'ai pas lu depuis cette époque-là. Et puis les adaptations, les autres adaptations qu'il y a eu au cinéma, c'est vrai que je sais pas vous, mais je m'en remémore pas forcément une en particulier, vraiment ça me saute pas aux yeux. Donc écoutez, moi pour la première fois, voilà, pour moi c'est une véritable adaptation qualitative à tout point de vue. Ça va parler effectivement aux spectateurs, eh bien, un large spectre de spectateurs, puisque les cinéphiles hardcore vont aussi pouvoir y trouver un intérêt, puisqu'il y a un soin particulier à apporter justement à la mise en scène. Les acteurs justement sont presque révélés à eux-mêmes. J'ai vu un Pierre Ninet romanesque comme je n'avais jamais vu. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que de base, Pierre Ninet, voilà, je trouvais que c'était un bon acteur, mais je voyais pas forcément la figure romanesque voilà, là, il porte quand même un personnage très très fort, hein, c'est un héros français, c'est pas un héros Marvel, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a une puissance énorme d'énergie à envoyer avec ce personnage, et vraiment, je l'ai vu mûrir aussi en tant qu'acteur avec ce film. Je sais pas si c'est votre avis aussi, mais vraiment, j'ai découvert un Pierre Ninet, mais je pense que pour moi, c'est son meilleur rôle. Il est sublimé dans ce film. Tous les autres personnages secondaires aussi, la jeune Haïdé aussi, hein, Nemeria Bartholomé, bien sûr, qu'on ne présente plus depuis l'événement, qui est une actrice absolument formidable et voilà, qui est d'une cinégénie ineffable, vraiment. Et tous ces personnages secondaires, Bastien Bouillon dans le rôle de Fernand, bien sûr, le cousin, bien sûr, jaloux, évidemment, hein, d'Edmond. Le cousin de Mercedes, interprété par Anaïs de Moustier, rappelons aussi, parce qu'elle est aussi formidable. Tous les acteurs, vraiment, j'ai vu un Patrick Mille aussi dans le rôle de Danglars, qui va lui aussi accuser Edmond, bien sûr, sur lequel il travaillait donc sur le navire. Voilà, il va l'accuser de ne pas avoir sauvé les naufragés. Enfin voilà, tout le monde va se lier contre lui, en fait, et il va être seul contre tous, mais grâce eh bien, à sa détermination, à sa force et sa récente fortune, il va pouvoir mettre donc en scène, un peu orchestrer tout son plan, presque machiavélique, j'allais dire, mais juste, puisqu'il se défend, hein, bien sûr, il a été vraiment victime voilà, d'une abomination, d'une conspiration abominable, ce complot vraiment autour de lui, eh bien, on le ressent en tant que spectateur à chaque seconde du film. Ce film est haletant, comme un thriller, en fait. C'est ça qui est très beau. Et en même temps, on a ce côté français, où on a aussi une écriture fine des dialogues. Je trouve que là, il y a eu un travail d'adaptation pour Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, qui a été fait vraiment de manière très précise. Il y a quelques fantaisies aussi au niveau mise en scène, ils se sont voilà, un petit peu amusés, mais ça fait plaisir aussi en tant que spectateur de voir un film un peu qui rend un petit peu des ouvrages classiques, sexy, entre guillemets, mais pas dans le sens superficiel et artificiel du terme. C'est ça qui est très fort, c'est-à-dire le rendre sexy simplement avec des effets de mise en scène un peu plus modernes. Voilà, par exemple, à un moment donné, il va y avoir eh bien,
bien, une séance de tir, vous voyez, un petit peu comme feraient des policiers pour s'entraîner sur des cibles. Et bien là, c'est pareil, avec des affiches comme ça, vous savez, des cibles, en fait, avec des armes de l'époque. Par exemple, c'est une séquence, on pourrait dire, waouh, c'est un petit peu culotté, c'est un petit peu moderne, mais ça fonctionne très très bien. De rendre un petit peu, eh bien, de donner envie d'aller voir des grandes œuvres, en fait, avec une esthétique et une mise en scène qui est quand même très attractive, qui fait plaisir. On rentre très facilement en fait dans cette histoire. L'évasion aussi d'Edmond au château d'If, c'est formidable. Il y a un suspense de fou comme dans un film d'espionnage en fait. Hein. Il y a des séquences presque dignes d'un James Bond, d'un Mission Impossible. Enfin voilà, quand on le voit orchestré avec un peu sa troupe. Hein, de vengeance qu'il va commencer à constituer. Il est vraiment chef d'orchestre, c'est comme s'il était chef d'orchestre voilà, de l'IMF, l'Impossible Mission Force, de la saga Mission Impossible. Mais ça m'a fait penser à ça, je suis désolé. Mais vraiment, c'est ça, quoi. Il y a le côté un peu Ethan Hunt du truc, où on met en fait un plan en application pour essayer petit à petit de s'infiltrer chez les personnes qui vous ont fait du mal, en gros, et d'essayer de vous venger d'elles, en fait, avec tout un acting qui est formidable, parce qu'il met en scène, ce qui est très beau aussi chez Edmond Dantès, c'est que c'est un personnage qui met en scène sa vengeance. C'est-à-dire qu'il prend son temps, il n'est pas là juste pour zigouiller un type, non. Il est là pour lui faire véritablement payer, lui faire comprendre ses erreurs, et vraiment de l'avoir jusqu'au cœur, quoi. Hein. C'est très très fort. Donc, évidemment, sans vous révéler tous les personnages secondaires, je ne vais pas faire un listing de tout ce qui se passe dans le film, pourquoi justement, voilà. Ce qui est important, c'est vraiment de retenir qu'il y a des séquences très très fortes. Moi, vraiment, j'en ai plusieurs qui me viennent en tête. L'évasion, encore une fois, le combat final, justement, qui a été mieux maîtrisé, je trouve, que les séquences d'action orchestrées dans Les Trois Mousquetaires. Je trouve que la réalisation, c'est pas simplement, si vous voulez, la chorégraphie le souci, hein, c'est la manière de filmer parfois les combats d'épée. Et là, c'est vrai, peut-être que c'est parce que c'est du duel que c'est plus facile à filmer, je sais pas, mais j'ai trouvé ça plus propre, mieux maîtrisé. Et à tout point de vue, ce film est une véritable œuvre fidèle à l'œuvre de Dumas, dans l'esprit de Dumas, hein, si vous voulez. Parce que c'est ça aussi qui fait une bonne adaptation cinématographique d'un ouvrage. C'est pas forcément en mettant tout ce qu'il y a dans le livre. C'est surtout en essayant de faire un film cohérent. Là, en plus, sur 3 heures, c'est un one-shot. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de saga. C'est un one-shot, ça se tient. Il y a une construction narrative très très bien ciselée et ça garde le terreau de base qui est de savoir, la vengeance, jusqu'où peut vous mener en fait une vengeance personnelle. Est-ce que c'est pour la justice ou parfois c'est pour régler un traumatisme personnel et jusqu'où, en fait, quelle est la frontière entre le bien et le mal? Ça pose ces questions-là, qui sont dignes aussi, ces questions-là, des plus grands films sur des héros, d'aventures, vous voyez? Donc c'est ça qui est très fort. Donc vraiment, pour moi, c'est une œuvre aboutie. Je dois dire que ça fait partie de ces films français qui adaptent des grandes œuvres. C'est comme Ils ont perdu, par exemple. Moi, j'avais pris une immense claque. Souvenez-vous, c'était mon film préféré l'année où il est sorti. C'était Xavier Giannoli de mémoire, vraiment lui aussi que j'avais trouvé, qui avait mûri même en termes qui avait progressé énormément au niveau de sa réalisation et son adaptation est formidable. C'était vraiment une très très belle pépite. Et là c'est pareil, Le Comte de Monte Cristo, ça fait partie aussi de ces rares films qu'on a envie de revoir, je trouve. Vraiment, j'aurais plaisir à revoir. C'est fou de dire ça parce que parfois, je dois vous avouer, on voit des films français dans l'année qui sont très très bien parfois. Mais les revoir, on n'a pas forcément envie de replonger dans les personnages. Bon, le film était bon, mais on n'a pas forcément plaisir à retrouver les personnages. Là, j'ai envie de retrouver même les personnages qui m'agacent comme Danglars. J'ai envie de lui remettre des baffes. J'ai envie de retourner dans ce film pour lui remettre des baffes. Donc, entre parenthèses, interprété par Patrick Mille, vraiment de manière magistrale. Hein, vraiment, il fait un travail il est remarquable dans les rôles de salaud. Laurent Lafitte, qui est toujours bon dans les rôles de salaud. Rappelez-vous aussi de sa performance dans Elle, bien entendu, de Paul Verhoeven. Il a été très bon aussi dans son rôle de salaud dans Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, qui était lui aussi un film un peu historique, puisque on était pendant la Première Guerre mondiale. Donc il y avait, on sent aussi
une famille d'acteurs qui est complémentaire. On a plusieurs générations, plusieurs univers qui viennent se confronter dans des styles très différents. Et on a aussi, eh bien, même en figuration, Abdemazian, voilà, qu'on connaît hein, pour les vidéos de Greg Guillotin, bah, qui est là et qui est en figuration. Il a peut-être une réplique, mais voilà, vous le retenez quoi, dans le rôle de Jacobo. Voilà. Et donc, je trouve qu'à tout point de vue, même les petits personnages qui apparaissent, voilà, qui ont peut-être une petite présence dans le film, ils sont marquants parce qu'ils sont écrits. En fait. Et c'est ça qui est terrible, c'est que parfois dans des grands films comme ça, des grandes œuvres, parfois on peut se planter. Et même Martin Bourboulon, quand il fait Eiffel, je suis désolé, c'est un biopic sur Gustave Eiffel, il se plante, il s'intéresse à des choses, on a du mal à rentrer dans la psychologie véritablement d'Eiffel. C'est tout un art d'écrire un personnage, et je trouve que là, voilà, il avait eu du mal Bourboulon, donc je pense que c'est un meilleur choix de faire appel à Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière pour réaliser carrément, pas seulement écrire, mais réaliser carrément les œuvres qui sont en cours. Hein. Je vais rappeler le nom, je vais vous remettre juste ici le nom du producteur hein, qui s'est lancé un peu dans cette aventure de remettre au goût du jour des œuvres classiques, et notamment celle de Dumas en l'occurrence pour le moment. Voilà, mais c'est Rassam de mémoire, voilà, je vous remets le nom ici, hein, mais voilà, il s'est lancé dans quelque chose qui peut être intéressant, mais voilà, depuis le Comte de Monte Cristo, j'y crois. Avant, je n'y croyais pas, là j'y crois, voilà. Donc je vous recommande, si ce n'est pas encore fait, de découvrir le Comte de Monte Cristo sans plus attendre dans les salles de cinéma. Et je passe sans plus attendre au second film du jour dans cette vidéo bonus des films du vendredi de l'été 2024. Et il s'agit de Maxine, troisième volet de la trilogie horrifique de Ti West, initié en 2022 avec X, que j'avais plaisir à découvrir dans les salles de cinéma. Ensuite, il y a eu Pearl, le prequel de X, que j'ai découvert en vidéo puisque le film n'était pas sorti dans les salles de cinéma en France. Et oui, c'est vraiment dommage, d'autant que le film avait des ambitions folles, vraiment, à côté du X. Je trouve que vraiment c'était nettement au-dessus, hein, rien à voir. Pour le coup, hein, un prequel qui surpasse véritablement le premier volet, pour moi c'était clairement le cas. Ça arrive rarement. Donc vraiment, j'étais ravi de ce Pearl, qui est un vrai drame horrifique, social, avec cette jeune fille qui pète les plombs dans sa campagne, qui rêve d'émancipation, de devenir danseuse, avec les obstacles, la barrière familiale qui va être mise en place par cette mère castratrice, qui nous renvoie évidemment à Carrie aussi, hein, Carrie au bal du diable, de Brian De Palma, qui nous renvoie aussi à plein d'autres films qui parlent de ce sujet-là, même dans l'adolescence avec Virgin Suicide, enfin voilà, cette castration comme ça où on empêche sa fille de voler de ses propres ailes, c'est tout un pan du cinéma qui s'en est emparé, mais moi je trouve que Ti West ici avait quelque chose de très particulier, car il a une manière aussi le décor en fait, le dispositif scénique est un vrai personnage chez Ti West, je trouve, notamment ici avec cette campagne champêtre, bucolique, la manière de la filmer avec ses couleurs très vives, tout ça, ce côté un peu vieillot, parfois sépia, parfois, enfin voilà, il s'amuse avec l'image pour donner un effet très particulier, un grain particulier à son image. Ça m'avait vraiment, ça m'avait captivé en fait au niveau réalisation. Et puis évidemment, 50% du travail de Ti West, c'est quand même cette Maya Goth, qui est vraiment responsable pour moi, hein, vraiment à 50% de la réussite des films de Ti West. Elle est extraordinaire, cette jeune actrice qui débarque, une jeune actrice britannique, et surprenante, hein, vraiment surprenante et d'une justesse, d'une précision très rare, hein, vraiment ça fait plaisir. Et donc on retrouve ici dans Maxine. Alors Maxine en fait c'était un des personnages justement de X qui a réussi, hein, c'était la final girl comme on dit dans le jargon des slashers, hein, celle qui survit au massacre en gros, de X en fait. Et donc ici on la retrouve donc cette fois-ci, donc elle essaye de s'extirper du cinéma pornographique parce que c'est ça en fait hein, dans X, hein, souvenez-vous, hein, Maxine rêve de percer dans le cinéma pornographique et là dans Maxine elle rêve justement de sortir du porno pour aller dans l'horreur, et parce que elle se dit qu'aussi dans l'horreur ça peut être une porte d'entrée pour du cinéma plus traditionnel, voilà, comme ça a été le cas évidemment pour tout un pan aussi
d'acteurs comme Kevin Bacon, qui fait partie aussi du casting de Maxine, c'est ça qui est drôle, qui a commencé, rappelons-le, dans Le Vendredi 13 de Sean Cunningham, bien sûr, en 1980. Voilà, et ça ne l'a pas empêché d'avoir une carrière derrière. On sait aussi que Jamie Lee Curtis a explosé grâce à Halloween, ça ne l'a pas empêché de faire d'autres films comme True Lies, voilà, Freaky Friday, enfin voilà, plein d'autres films. Et il y a eu d'autres que j'oublie. Alors oui, peut-être même aussi Johnny Depp, puisque il me semble aussi que c'est la toute première apparition, bien sûr, oui, dans Les Griffes de la Nuit aussi. Bien entendu, de Wes Craven. Voilà. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui ont commencé dans des films d'horreur, en fait, des grandes figures d'Hollywood. Voilà. Donc elle se dit pourquoi pas moi, et donc on commence déjà avec une réflexion autour de l'accès au métier. D'Hollywood aussi, véritablement, avec toujours cette critique, comme on peut retrouver dans Mulholland Drive, dans d'autres films, voilà, Map to the Stars aussi de Cronenberg qui en parle. Peut-être aussi, alors moi je vois moins le rapport, mais je sais qu'on parle beaucoup de Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Moi, je vois, voilà, ça m'a moins résonné là-dessus. J'y ai plus vu des liens finalement avec Showgirls, moi personnellement, de Paul Verhoeven. Alors, on va me dire pourquoi. Mais parce que malgré que ce soit pas le cinéma, je trouve que c'est raconté un peu de la même façon, dans le sens où on est dans un Los Angeles, au milieu des prostituées, des mendiants, un côté un peu crasseux, un côté un peu aussi... vous voyez un petit peu le style, quoi. Voilà. Donc on est dans un truc un peu... un Los Angeles, voilà, un peu crade, un peu malsain. Vous voyez l'ambiance un petit peu, voilà, avec le côté horrifique, tout ça en plus. Voilà. Et donc, je trouvais qu'il y avait un peu plus de lien, l'émancipation d'une fille dans un milieu très underground, des films de série B, des films pornographiques, des films d'horreur. Voilà. C'est pour ça que parfois je voyais plus de liens. Mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres références, bien entendu. Et en parlant de références, eh bien, c'est tout le problème pour moi sur ce film, c'est qu'il constamment, eh bien voilà, vous titille sur la nostalgie, voilà, c'est tout le temps référencé, en fait. Ce film est tout le temps référencé. Alors moi c'est bien, je suis content, parfois on me parle de St. Elmo's Fire, voilà, c'est le film un peu kitsch, un peu soap, moi que j'aimais bien, voilà, qui avec l'équipe entre autres de Breakfast Club, voilà. On va vous titiller aussi si vous êtes fan de hard rock, avec bien entendu des images d'archives pour parler de la violence dans les textes ou dans les clips vidéo de certains hard rockers. On a Dee Snider dans le générique d'ouverture de Twisted Sisters, voilà, qui est auditionné pour parler de la violence dans ses clips, ou voilà. Bon, alors, c'est des images que je connais, donc on titille un petit peu le nostalgique des années 80. C'est filmé un peu comme un clip vidéo, comme une vieille VHS. Alors, au niveau du style, il n'y a rien à dire, franchement, on prend un pied total, bien sûr, dès l'ouverture. Vous avez voilà, cette voiture avec Maxine notée voilà, sur cette plaque d'immatriculation de voiture, ces effets un petit peu d'ondulation dans l'image comme ça qui rappellent une VHS qui aurait été un petit peu abîmée par le temps, cette typo aussi qui est très kitsch, qui rappelle un peu des vieux films comme Terminator, je sais pas, enfin, ou voilà, des trucs un peu plus, des films un peu plus à l'eau de rose, kitsch, vous voyez. Mais voilà, ou le film de Beverly Hills, je sais pas, enfin des trucs un peu kitsch, quoi. Voilà, tout plein de films kitsch comme ça, des années 80, ou aussi des clips vidéo de hard rock, de métal, voilà. Donc voilà, c'est assez rock'n'roll, c'est assez rebelle. On a une figure féminine très forte, Maya Goth incarne donc cette Maxine qui va tout faire pour eh bien, s'affirmer dans un milieu qui n'est absolument pas facile. En plus de ça, il y a un serial killer qui rôde, bien sûr, et ce détective privé incarné par Kevin Bacon qui va la confronter à son sordide passé. Voilà. Donc, voilà, tout est là, en fait, j'ai envie de dire, dans ce film, tout est présent, sauf que malheureusement, je trouve que ça ne fait pas tout à fait son effet. C'est-à-dire que ce qui est le mieux réussi, parce que pour moi, il y a deux choses dans ce film, il y a la critique un peu d'Hollywood, l'accès dans les films, etc., bon, qui est un petit peu évoqué, qui est très évoqué, pas tout à fait traité pour moi à fond, mais qui est très évoqué, notamment avec le personnage formidable, vraiment, alors là, je dois dire, moi, j'adore cette actrice qui incarne donc la réalisatrice du film d'horreur dans lequel Maxine va jouer, donc qui s'appelle The Puritan 2, puisque c'est le deuxième volet
d'un film d'horreur qui existait déjà. Donc Elizabeth Debicki, voilà, qui joue Elizabeth Bender, voilà, qui est la réalisatrice du film dans lequel Maxine va incarner le rôle principal. Voilà. Donc je l'ai trouvé formidable pour montrer à quel point il y a les règles d'Hollywood en fait, qu'on vous dicte sont très importantes d'être respectées si vous voulez percer en fait. Et justement ce message est souligné aussi par la citation d'ouverture du film de Bette Davis qui vous rappelle que si vous voulez percer dans le milieu, il faut accepter les règles d'Hollywood, il faut devenir un monstre, ce sont ces termes. Si vous n'êtes pas un monstre, vous ne percerez pas, en gros, c'est même pas la peine d'essayer, il faut vraiment tout tenter, faut pas réfléchir à la notion de bien et de mal, tout est bon pour percer en gros, quoi. Et, et c'est ce que va faire Maxine en fait dans le film. Voilà. Alors ce qui est moins réussi pour moi, selon moi, c'est la partie enquête, vraiment, dont on se... Je suis désolé, mais on n'arrive pas à se sentir concerné et happé par cette enquête policière, avec Michelle Monaghan dans le rôle d'une des deux enquêtrices, et nous avons l'autre aussi, dont j'ai oublié le nom, mais voilà, Michelle Monaghan, en plus, ça fait un peu de mal, parce que je dis, tiens, c'est une actrice qui n'a pas beaucoup de propositions, elle se retrouve là-dedans, elle n'a pas le meilleur rôle chez Ty West en plus, c'est dommage, parce que c'est une actrice qui peut être intéressante. Donc, voilà, c'est dommage, elle n'est pas vraiment mise en valeur, je trouve. Son personnage ne sert pas vraiment à grand-chose, je trouve vraiment que les policiers ne servent pas à grand-chose. Ils subissent plutôt ce qui se passe, voilà, vraiment, ils n'ont pas... Voilà, et je trouve qu'ils ne servent pas à grand-chose, c'est vraiment dommage. Et ce final, alors, qu'on a qualifié comme un peu grotesque, un peu guignolesque, bah, c'est vrai que ça aurait pu être un peu plus flippant. Là, c'est vrai que ça tourne un peu au grand guignol sur la fin, il faut bien l'avouer. Alors, il n'empêche qu'il y a quand même des séquences qui sont bien tournées, tout ça, mais le côté horrifique vraiment s'estompe à la fin, quoi. Vraiment, la révélation qui est censée être un truc un peu fort autour du personnage de Maxine, eh bien, vraiment, et donc du tueur, vraiment, ouais, ça fait un effet pétard mouillé, quoi. Vraiment flop, quoi. C'est vraiment dommage. Donc voilà, c'est un film qui est... C'est terrible parce que c'est un pur kiff à voir, parce que ça va vous rappeler en fait tout un pan du cinéma des années 80, de l'esthétique de l'époque, de la société américaine de l'époque. Voilà, c'est néon, c'est flash, c'est cabaret, on a une séquence de peep show aussi, donc kitsch et tout ça. Donc voilà, on a ces VHS avec ce vidéoclub. Parce que Maxine est amie avec quelqu'un qui travaille dans un vidéoclub, un vendeur de cassettes, et qui est très cinéphile aussi, donc il y a des références toutes les 2 secondes, tout ça. Il y a des séquences qui sont bien faites, les mains gantées, ça nous rappelle évidemment le giallo, vous voyez, où, les tueurs, voilà, c'est tout un pan du giallo italien en fait, clairement. Donc il y a plusieurs références au cinéma d'horreur qui sont réussies. Donc encore une fois, voilà, c'est dommage que ce film se contente, est un peu paresseux, c'est-à-dire qu'il se contente un peu il cultive l'autosatisfaction un peu Ty West, je trouve, dans le dernier volet. C'est pour ça que c'est clairement pas le meilleur pour moi. Ça reste Pearl, moi, mon coup de cœur chez Ty West, et moi, ce qui fait pour moi que Ty West aujourd'hui est un grand cinéaste dans l'horreur, c'est Pearl. Je suis désolé, c'est pas Maxine. Voilà. Maxine, c'est la flamboyance, mais on parlait de flamboyance tout à l'heure avec le Comte de Monte Cristo. Alors je sais, rien à voir, mais voilà, la flamboyance ici, elle est purement gratuite, quoi. Elle est purement gratuite pour, j'ai envie de dire, attirer le chaland. Voilà, c'est simplement pour exciter le spectateur, j'ai envie de dire, quoi. Donc voilà. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas autre chose sur cette magnifique esthétique, cette mise en scène. Parfois c'est voilà, ce mélange un peu des genres comme ça, enquête, qui aurait pu être intéressant, horreur, slasher, et pas tout à fait assumé. C'est-à-dire qu'il y a 2 plans d'ambition pour moi dans ce film. C'est-à-dire qu'il y a l'ambition de faire un grand film d'horreur, un grand drame un peu féministe, vous savez, avec une femme forte comme ça qui se défend, qui essaie de tout faire pour percer à Hollywood, qui se laisse pas abattre avec des mecs dans des ruelles le soir et tout. Donc une héroïne forte en fait. Et en même temps, ce côté slasher, un peu bateau, où il y a un type que vous voyez comme ça qui poursuit des personnes à éliminer une par une, en fait. Donc, c'est dommage parce que s'il y a vraiment 2 plans d'ambition, 2 films en un, j'ai envie de dire. C'est un peu, c'est un peu 2 salles, 2 ambiances, j'ai envie de dire, dans le même film. Donc, c'est un peu dommage.
Toujours est-il que, évidemment, vous allez avoir, encore une fois, hein, je reviens sur les références, mais c'est ça qui va vous exciter dans ce film, en fait, hein, faut pas se leurrer. La maison de Psychose, voilà, c'est sympa de la voir, elle est... sur les écriteaux devant les cinémas, des films connus voilà, des années 80, la bande-son qui déchire et qui voilà, vous met du hard FM, et voilà, c'est un pur kiff, mais une fois que c'est vu, c'est vite mâché, c'est vite digéré. Bon, voilà, c'est tout. Je pense que ça fonctionne le temps du film, le temps de la projection, je veux dire. Ça fonctionne le temps de la séance dans la salle. Mais derrière, non, vous ne revenez pas dans cette histoire. Ce film n'est pas... il aurait pu même être autonome, que ça aurait été plus intéressant peut-être. Parce qu'en plus de ça, le film a en plus l'ambition de le raccrocher à une trilogie, c'est-à-dire de le raccrocher avec l'épisode de X en fait. Et je pense que c'est un peu... les flashbacks qu'il y a concernant X ne servent pas à grand-chose en fait. Je pense qu'il aurait mieux fait de faire une histoire totalement autonome, sans faire en plus de ça, essayer de raccrocher les wagons avec X. Je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. À la limite, ça dessert peut-être le film plus qu'autre chose. Donc voilà, je pense qu'il aurait dû assumer totalement une vraie enquête, thriller, en mode 80, que ça. Je pense que ça aurait pu être peut-être davantage intéressant que ce film qui, voilà... je dois dire qu'en termes de rythme, d'avancée de l'enquête, s'essouffle un petit peu. Au fur et à mesure, voilà, vous êtes un peu... Ça s'essouffle et ça tourne un peu à vide, cette histoire d'enquête. Policière. Voilà, c'est vraiment le point noir du film. C'est dommage parce que il restera pour moi de ce film, encore une fois, Maya Goth, qui confirme que c'est une actrice géniale. Elle va exploser, ça c'est sûr, dans des nouvelles productions. J'espère qu'elle continuera quand même avec Ti West parce que mine de rien, c'est un duo qui fonctionne très bien. Parce que si Maya Goth sert énormément à Ti West, je pense que Ti West sert aussi à Maya Goth et vice-versa. Je pense que vraiment, la collaboration entre les deux est folle. Il me restera la séance du casting où elle explose quand elle fait son casting pour rentrer dans le... Pour être sélectionnée pour son film d'horreur. Elle est géniale. Il va y avoir des séquences de meurtre un peu kitsch aussi, esthétiquement parlant. Et bien voilà, ça titille la nostalgie. Si vous êtes fan de slasher des années 80, ça va vous titiller, ça va essayer de vous satisfaire. Et voilà, on essaie de vous avoir avec des petits tricks comme ça, des petits... voilà, mais... Voilà, je pense pas que ça fasse tout. Je pense pas qu'on peut pas... qu'on peut pas juste... c'est dommage de faire un film juste comme ça qui va être esthétique et point barre, quoi, en gros. C'est dommage. Voilà. Et toujours est-il que, évidemment, c'est un pur shoot des années 80. C'est comme si on vous mettait, voilà, je sais pas quelle drogue dans le, voilà, dans le bras comme ça, on vous pique avec un shoot des années 80. Voilà, bon, c'est ça qui va être... c'est ça qui va comment dirais-je, pour le spectateur, il va prendre du plaisir là-dedans, mais c'est un petit peu tout. Selon moi, malheureusement, ça va être un peu la seule raison de voir Maxine, voilà, ce qui est un peu dommage. Donc voilà, Pearl restera donc dans cette trilogie de Ti West mon préféré, clairement. C'est celui qui se démarque, c'est celui qui a une ambition, une véritable même autonomie, qui n'a même pas besoin des autres films finalement, qui est vraiment une histoire presque voilà, originale, forte, sociale, un vrai drame familial, un vrai film d'horreur psychologique fort. Vous êtes terrifié, il n'y a pas des jumpscares faciles, tout ça, il n'y a pas voilà, que les meurtres sanglants. Non, il y a tellement... en fait, une misère sociale dans cette campagne qui fait que, en fait, la terreur vient de la campagne, quoi. C'est-à-dire, c'est presque un acteur du film. C'est ça qui vous rend terrifiant, qui rend en fait le film aussi fort, terrifiant, avec un vrai message, en fait, voilà. Donc, pour moi, c'est ça. Et en plus, contrairement à d'autres films d'horreur, même chez nous en France, hein, j'aime beaucoup Julia Ducournau. Elle fait un travail extraordinaire, mais qui, pour moi, est peut-être, comment dirais-je, ça n'intellectualise pas à votre place. C'est-à-dire que c'était un petit peu ce que je reprochais aussi quand on essaye en France de faire des grands films d'horreur, c'est qu'on a tendance à rendre une copie très intellectuelle. C'est-à-dire que le travail d'intellectualisation est déjà là, quoi. Il n'y a même plus besoin de l'écrire, il est déjà fait pour vous. Là, non, je pense que c'est un film voilà, qui est spontané dans sa manière de raconter cette histoire dans Pearl, et c'est ça qui était très fort. Voilà. Bon, voilà, X était un petit peu porté sur l'humour. C'est pour ça que j'ai eu un doute en fait sur Maxine, c'est que j'y ai vu de l'humour en fait dans X, et là je savais pas parfois si je devais rire ou si je devais être angoissé. Et ça aussi c'est un problème quand vous faites un film d'horreur.
Le final, je suis désolé, c'est censé être un final. Moi, ça me fait penser à un final à la Get Out. Non mais vraiment, en fait, le final m'a fait penser à une des dernières séquences de Get Out, en fait. Vous voyez, cette séquence sur le siège, cette télévision, pour pas en révéler plus. Mais voilà, il y a un côté où ça me fait clairement penser à la fin de Get Out. Et je me dis, mais c'est pas au même niveau, et tout ça pour nous faire un truc qui est écrit, vraiment, on dirait une blague, quoi. Ce personnage est très de méchant et pas mis en valeur, quoi. Donc voilà. Et donc voilà, c'est un petit peu dommage, voilà. Donc si vous voulez voir justement des grands méchants dans un film actuellement, en plus ils sont au nombre de 3, c'est dans le Comte de Monte Cristo, clairement. Voilà, j'essaie de faire le lien entre les deux. Là, pour le coup, voilà, si vous voulez des vrais méchants bien écrits, alors là, c'est formidable, quoi. Vous allez avoir 3 méchants avec énormément de relief, voilà. Là, c'est dommage, ça fait vraiment pétard mouillé. Donc voilà. Écoutez, ce sera tout pour mon avis sur Maxine de Ti West. En tout cas, cette petite sélection, évidemment, pour vous dire que ce sont des films qui, quand même, méritent le coup d'œil actuellement dans les salles de cinéma, avec une priorité pour le travail, évidemment, de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Voilà, donc c'était cette petite vidéo bonus estivale, en espérant qu'elle vous a plu. Moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir attrapé le Comte de Monte Cristo parce que je suis sûr qu'il aura une place dans mon top de l'année 2024, ça c'est sûr, une très belle place même, mais évidemment, l'année n'est pas terminée, donc on verra ce qui se passe à la rentrée. En attendant, je vous souhaite d'excellentes vacances. Bonne fin de vacances si c'est la fin pour vous, et d'excellentes vacances si c'est le début. Et je vous retrouve donc à la rentrée pour de nouvelles aventures cinématographiques. Et comme toujours, d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!